Bonjour, j'espère que vous n'êtes pas trop épuisés en cette fin de journée. Je vais effectivement tout d'abord remercier notre ami Claude Yacoub pour m'avoir un peu tordu le bras pour venir parmi vous, parce que, comme vous allez le constater, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Syrie. Mais en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, la question effectivement de la reconstruction après conflit, et surtout après conflit armé, pose un certain nombre de problèmes et pose aussi un certain nombre de questions, et ce sont ces questions et ces problèmes que je voulais partager avec vous. Alors, le titre de ma présentation, effectivement, va tourner autour de cette définition de Harold Dwight Lasswell, qui est la définition de la gouvernance. Who can do what to whom with authority. Je vais commencer par une petite, c'est un peu aussi la tradition arabe, je vais commencer par une petite fable pour vous donner le ton. La petite fable, c'était la famine, mais tout le monde ne mourait pas de faim pour autant. Les riches avaient pris soin de faire d'amples réserves de blé, d'huile, de légumes secs et de viande séchée. Khalidja dit alors à son mari, « Nasreddin, toute la ville te tient pour un homme sage. Ne reste pas les bras croisés, va sur la place, rassemble tout le monde et tente de convaincre les riches de donner à manger aux pauvres. » Nasreddin trouve pour une fois que sa femme a raison, il fait comme elle a dit, et 2 heures après rentre la mine réjouie. « Ma femme, rendons grâce à Allah le miséricordieux. »« Ah, tu as donc réussi ? Ce n'était pas une mission facile. À moitié. »« Comment cela, à moitié ? » ?»« Oui, j'ai réussi à convaincre les pauvres. » Cette petite fable pourrait s'appliquer à la reconstruction des villes touchées par des conflits, d'une guerre civile ou tout autre désastre majeur. Qu'il s'agisse, comme ici, de nourriture ou de la reconstruction d'une ville, la question du partage rencontre toujours l'approbation des plus pauvres, mais pas ou peu celle des plus riches. Comme urbanistes, nous regardons toujours ce qu'une collaboration fait gagner, mais nous ne nous posons pas la question de ce qu'elle peut faire perdre et à qui elle fait perdre. Devons-nous résoudre à cette fatalité ou chercher à inverser cette réalité. Je n'ai pas de réponse définitive, mais ma connaissance de l'urbanisme opérationnel et en gestion pourra peut-être apporter des éléments. Comme invité parmi vous, je dois vous avouer que ma place ici n'a pas votre légitimité pour venir vous parler de la reconstruction de la Syrie. Comme architecte urbaniste de profession, et maintenant comme universitaire et chercheur, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler en Syrie, ni dans un autre pays du Maghreb, du Maghreb ou du Moyen-Orient. J'ai juste pas mal voyagé. Mon expérience d'une ville du Moyen-Orient après une guerre civile remonte à avril 1996, lors d'un séjour à Beyrouth. Je suis resté au Liban pour des raisons professionnelles et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns des acteurs de la reconstruction. La guerre venait à peine de cesser et la ville portait un double stigmate. Des traces des combats entre les fractions armées d'un côté et de l'autre les ravages de la reconstruction du centre-ville par Rafik Hariri et sa société solidaire, conseillée par des techniciens français de l'EPAD, des bureaux d'études saoudiens et de grandes entreprises françaises. D'un côté, des quartiers en ruine, aux murs criblés d'impacts de balles, preuve de la violence des combats, et encore habités ou plutôt hantés par des habitants ou quelques rares commerces. De l'autre, une démolition programmée, hors de tout contexte guerrier, d'un morceau historique de la ville à des fins spéculatives. En regardant la destruction du centre-ville historique, on aurait pu, en paraphrasant la formule de Clausewitz, dire que pour Hariri, l'urbanisme, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Enfin, peut-être le plus surprenant pour un Européen habitué aux images des villes touchées lors de la Seconde Guerre mondiale, la persistance à quelques distances de là des traces de combat, de quartiers d'affaires totalement préservés dans lesquels pas un vitrage des immeubles de verre ne semblait avoir souffert du conflit. En réfléchissant à la problématique que pose Ila Souria aux urbanistes, aux architectes, je me suis remémoré cette expérience et les questions qu'elle posait. Lorsque nous, occidentaux, européens et américains du Nord, envisageons d'apporter nos connaissances et nos théories aux reconstructions des villes syriennes, je vais avancer un peu
Comment pouvons-nous aborder le problème du contexte, de la société et de la réalité historique de ces villes? Devons-nous rester sur les concepts de l'urbanisme scientifique ou devons-nous réfléchir à une autre approche? Si je vous parle de l'urbanisme scientifique, c'est que c'est un urbanisme qui est né, en fait, à la fin du XVIIIe siècle. Il n'a pas toujours existé. Et c'est un urbanisme qui, ça peut vous intéresser, il est né d'une catastrophe. Il est né du désastre de Lisbonne en 1755. Vous vous souvenez du désastre de Lisbonne, un tremblement de terre, un raz-de-marée, enfin un tsunami, des incendies qui ont suivi, la ville est rasée. Suite à ce désastre, le marquis de Pombal va faire appel à 3 ingénieurs militaires pour reconstruire le centre de la ville. En préférant des ingénieurs militaires à des architectes, Pombal rompt avec l'urbanisme artistique qui a prévalu jusque-là dans toute l'Europe. L'urbanisme scientifique acquiert ensuite ses lettres de noblesse avec les mathématiques et puis ensuite avec les statistiques, avec Cerda qui va reconstruire Barcelone. Depuis, nous regardons l'ensemble des établissements humains à travers ce paradigme de l'urbanisme scientifique. À la fois modèle de forme organisationnelle, évolutive et réponse rationnelle aux problèmes de gestion et de gouvernance des biens et des êtres. Je vous rappelle que la Charte d'Athènes est à ce titre un modèle de l'hégémonie de notre pensée rationaliste universalisante, qui nous fait regarder de la même façon toute intervention urbaine, où qu'elle se situe, qu'il s'agisse de développement ou de reconstruction. La science de nos modèles théoriques leur permet de s'imposer partout dans l'indifférence du contexte et de l'échelle d'intervention. C'est du reste dans cette vision toute positive des moyens et des buts qu'André Corbos voit l'échec de la planification. De la même façon que l'urbanisme scientifique avait remplacé l'urbanisme artistique classique, nous sommes confrontés aujourd'hui à une nouvelle approche urbanistique qui remet en cause l'urbanisme scientifique. D'une certaine façon, l'urbanisme scientifique est mort. Est-il remplacé, comme le suggère Corbos, par la théorie des jeux et la prise en charge du désordre à travers les théories d'Edgar Morin de la pensée complexe? Nul doute que nous devons désormais mieux comprendre ce sur quoi nous cherchons à intervenir comme urbanisme ou architecte. Dans le problème qui est posé par la reconstruction de la Syrie, nous devons nous interroger sur la notion même de guerre civile urbaine et sur la situation des villes dans ce type particulier de conflit. D'un autre côté, n'oublions pas que la guerre, selon la formule de Michel Foucault, c'est le passeur qui permet de passer d'un système de droit à un autre. Le droit suspendu durant le conflit ne retrouve pas ses marques initiales une fois la guerre terminée. Le droit urbain n'échappe pas à ces bouleversements. Enfin, si nous considérons que notre travail d'urbaniste a changé de nature et que nous cherchons de nouvelles gouvernances pour la reconstruction des villes, il faut nous interroger sur la nature même de cette gouvernance, ce qu'elle vise, comment la mettre en œuvre et avec qui. L'urbanisme scientifique nous a habitués à urbaniser comme on bombarde, du haut, de loin et à l'aveugle. Il faut repenser ces outils et ces théories. Il existe pour nous, urbanistes, une différence notable entre la ville dans une situation de guerre et dans une situation de guerre civile. Dans le cas d'une guerre, la ville est une cible. Dans le cas d'une guerre civile, c'est un territoire de combat pour des combattants. La guerre classique opère généralement une destruction aveugle sans distinction des zones visées. Dans la guerre civile, chaque quartier, chaque maison, chaque monument abrite des ennemis ou des alliés. La connaissance de la topographie urbaine permet de monter avec précision des opérations militaires et de cibler des destructions. Cela conditionne naturellement la nature de la reconstruction. On peut constater du reste que dans la plupart des cas de guerre civile, les intérêts internationaux, y compris les sièges sociaux et les banques, les investisseurs sont préservés et restent opérationnels durant le conflit. Comme je l'avais constaté à Beyrouth, détruite par une guerre civile. Et dans le cas des guerres civiles, nous ne sommes pas dans les mêmes situations que des catastrophes naturelles, entre autres. C'est aussi important, on le verra, pour les rapports avec, effectivement, les choix, les déterminations des populations qui restent après ces conflits. Donc, il s'agit effectivement, contrairement, dans le cas d'une guerre normale ou dans le cas d'une catastrophe, comme certains exemples qui ont été présentés,
on est face à une reconstruction collective par une population qui remet sa ville en état. En général, on unit nos forces pour remettre cette ville. Mais, dans le cas de guerre civile, on se trouve quand même en face de diverses actions, pas nécessairement liées entre elles, et qui dépendaient des enjeux et rivalités encore en place, du potentiel spéculatif du territoire, de la communauté en place et des capacités d'investissement de ces communautés. Cela signifie que les stratégies urbaines doivent être repensées au cas par cas, qu'il n'existe pas de terrain ou de territoire homogène, encore moins de projets préconçus, applicables méthodiquement. Pardon, je suis comme... Ce qui est important, c'est aussi de se rappeler, et c'est un peu paru à travers les différentes présentations qu'on a vues avant, qu'il y a deux niveaux d'urbanisation dans la ville, il y a deux niveaux d'intervention dans la ville. L'échelle globale et l'échelle locale. En fonctionnant avec les outils et les modes de pensée de l'urbanisme scientifique et fonctionnel, les urbanistes ont fréquemment négligé l'urbanisme local. Aujourd'hui, en s'adressant plus à la reconstruction collaborative et aux enjeux sociétaux des projets urbains, ils oublient et sous-estiment l'importance de l'échelle globale. Au niveau global, la ville joue un rôle central. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'échange possible sans les villes et que les villes fonctionnent dans un système de rivalité. Et elles doivent se doter, bien sûr, de projets qui leur permettent de fonctionner avec leurs rivales et de fonctionner aussi bien au niveau économique qu'au niveau de leur image. Cette échelle a longtemps été l'échelle de prédilection de l'urbanisme, de planification, que ce soit à travers des projets de prestige dans les centres d'affaires ou dans les tracés monumentaux et réguliers des quartiers résidentiels. Au niveau local, l'urbaniste de la reconstruction est confronté à une autre échelle, l'échelle de la communauté, de la vie quotidienne, de la sécurisation sociale et économique des individus, des choix individuels et collectifs et des libertés, mais aussi des rivalités communautaires, des antagonismes sociétaux et des conflits ethniques et religieux. C'est à ce niveau que se posent les problèmes de droit d'usage des sols, des droits de propriété, notamment après le brassage du droit opéré par l'état de guerre, ou des raisons de l'échec d'aide à la reconstruction, ou les raisons, des échecs d'aide à la reconstruction viennent de la plupart du temps de l'ignorance des paramètres légaux, économiques et sociaux locaux, et des usages des habitants. Plus encore, et c'est le cas par exemple d'Haïti, une méconnaissance des réalités des propriétés foncières autant que des besoins financiers et juridiques pour la remise en état des sols ont empêché une partie importante de la reconstruction, même temporaire. L'urbanisme au niveau local doit apprendre à gérer le désordre ou ce qu'il perçoit comme tel. Le désordre, c'est simplement un ordre qu'on ne cherche pas, nous dit Bergson. Et l'informel perçu se révèle le plus souvent être une organisation parfaitement cohérente, mais étrangère à nos paradigmes occidentaux. Je vous rappelle, puisqu'on évoquait le problème de l'informel au début de cette session, que selon The Economist, l'économie informelle est la seconde économie mondiale. Simplement, elle échappe absolument à tous les circuits. Les destinataires de la reconstruction sont les citoyens, mais la question se pose, les citoyens sont-ils simplement les destinataires passifs de cette reconstruction ou doivent-ils y être associés et comment ? Dans le cas d'un pays comme le Liban ou la Syrie, nous sommes en face de sociétés très structurées. C'est pour ça que, personnellement, j'ai quelques petites gênes, comme on dit au Québec, quand on associe les sociétés à travers ces perceptions. On associe Haïti et avec la Syrie, ça me dérange un peu. Je pense qu'on est dans des sociétés qui sont structurellement, culturellement, fondamentalement différentes. En Syrie, au Liban ou en Syrie, nous sommes en face de sociétés très structurées politiquement et dans lesquelles le développement des villes a toujours été reconnu et admiré. Damas, Alep, Homs sont décrites depuis le XIIe siècle par des voyageurs arabes et louées pour leurs monuments et leur beauté, appréciées pour la richesse de leur société et l'importance de leur économie. Peu de temps avant la guerre, ces villes faisaient l'admiration encore des visiteurs. Alors que proposer qui puisse aider ? La réponse immédiate est le développement durable de ces villes. Mais quel développement durable ? Et dans quel sens peut-il répondre au contexte de ces villes ? Depuis Gros-Brundtland et son célèbre rapport, il est convenu de définir tout développement durable à l'aune de ces trois composantes que sont le social, l'économique et l'écologique. Mais la nature est devenue un tel objet de culte qu'on en oublie l'économique et le social, et que la ville durable occidentale se confond aujourd'hui avec la ville verte.
Ces oublis du social et surtout de l'économique ne sont pas fortuits. Nous retrouvons là l'idéalisation d'un urbanisme hégémonique international que nous évoquions plus haut. Rester dans son interprétation détournée, qui non seulement ne rend pas compte de la réalité du développement durable, mais surtout ostracise tout un monde pour lequel les priorités urbaines ne se mesurent pas en espaces verts ou en pistes cyclables. Ce qui est le plus dommageable, c'est que les États se privent d'envisager un développement durable de leur ville, puisque la durabilité passe essentiellement par le modèle écologique du Nord, c'est-à-dire une primauté au développement environnemental. Nous savons que 80% des villes, et plus particulièrement les villes non occidentales, je vais accélérer. Donc, ce que l'on pourrait proposer aujourd'hui, c'est le principe d'un développement durable qui s'appuierait non pas sur le social et l'économique, mais intégrerait le politique. Bien sûr, ce n'est pas le politique au sens uniquement politique, mais au sens effectivement des affaires de la cité. On peut proposer un certain nombre de fonctionnements qui permettent de penser ces trois données liées entre elles et qui permettent également de comprendre à quel niveau s'articulerait la gouvernance entre le politique et le social, entre le politique et l'économique et entre le social et l'économique. On est effectivement dans un modèle comme celui-là. Ce n'est pas qu'on a évacué l'écologie, bien sûr, mais l'idée serait plutôt de ramener l'écologie dans le domaine du politique, c'est-à-dire dans le mode de la gestion et de la gestion de la ville. Sans oublier du reste que ces deux éléments s'articulent toujours selon trois niveaux. Je vous ai dit qu'il y avait un niveau global de la ville qui est en général montré à travers la notion économique. Il y avait un niveau local de la ville qui est montré à travers le social, le politique étant à l'articulation de cela, en faisant rentrer effectivement, permettant par les taxes, l'entrée des taxes et des impôts, les services et les infrastructures qui permettent de constituer un socle ou de régénérer un socle d'une ville. Et on voit que l'aspect national, l'aspect gouvernemental, l'aspect de la grande gestion permet effectivement de contrôler ces deux éléments. Ce qui se passe généralement, c'est que l'apparition de l'informel ou la disparition d'un des deux éléments réduit considérablement, bien sûr, le social, fait que l'économique échappe au niveau national et on est dans un cycle d'appauvrissement d'une société. Une économie extérieure, effectivement, une économie informelle se crée et fonctionne, permet aux individus de survivre. Une économie globale, elle, va plutôt vers l'extérieur et intéresse plus le système mondial que le système national. Et le système national se réduit et s'appauvrit en cherchant effectivement à rester à ce niveau-là. Je voulais terminer sur cette image que j'ai prise dans The Economist récemment, donc c'est le dernier numéro, je crois, et qui montre assez bien l'état du conflit aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait dans cette carte, c'était la position des villes et l'importance qu'ont les villes dans la structuration et dans l'organisation du pays. On parlait de partition, vous voyez qu'on n'est pas loin d'une partition. On voyait la répartition des densités dans les aires de contrôle, la situation des villes, l'appartenance des villes soit aux forces gouvernementales ou les forces anti-régime. Je pense que cette image doit pouvoir nous faire réfléchir à quel pays, aujourd'hui, quelle est la perspective d'un pays qui peut se reconstruire à partir d'une carte comme celle-là, à partir d'une carte conflictuelle comme celle-là, qui engage bien sûr un nombre de communautés importantes, qui engage bien sûr des éléments économiques, un appauvrissement économique aussi extrêmement important. Alors, quels citoyens vont reconstruire les villes? Quel pouvoir va reconstruire les villes après aujourd'hui 150 000 morts, 6 millions de déplacés, enfin c'est que les derniers chiffres, ils ont augmenté malheureusement, plus de 2 millions d'exilés. Comment sera le pouvoir politique? Autant de questions qui n'ont pas de réponse véritablement aujourd'hui, mais qui doivent nous aider à penser le futur. On nous a demandé 4 éléments de questionnement. Je propose cela. De quel contexte partir?
l'histoire, le présent, le futur. Sur quelle base du droit, de l'usage, avec qui, quels experts, quel pouvoir? La question qui se pose toujours, et notamment pour les villes, est-ce qu'on reconstruit? Est-ce que l'on construit? Les exemples au moment de la Seconde Guerre mondiale en Europe sont assez connus. Il y a des exemples de reconstruction, des exemples de construction. Et quand? Est-ce qu'il faut anticiper ou est-ce qu'il faut attendre de voir comment les choses se passent? Je vous remercie. Merci. On a encore une dizaine de minutes pour discuter. Là, je vois Nadia. Oui, si vous voulez vous rapprocher de l'autre micro après, oui, merci. Bonjour, je m'appelle Nada Touer, je suis doctorante en aménagement, ici à la faculté d'aménagement. Et j'interviens non seulement en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux problématiques de de reconstruction ou post-conflit, post-désastre, parce que je fais ma recherche sur ça, mais aussi en tant que moitié libanaise, moitié syrienne. J'ai passé une partie de ma vie en Syrie, et c'était avant les conflits, et une partie de ma vie au Liban, après la guerre civile du Liban. Et j'ai vu un peu des deux pays, puis culturellement, ça fait partie de mon identité. On voit un petit côté de la Syrie dans chacune des présentations, donc j'aimerais remercier tout le monde, surtout Michel, tu as abordé la question au large des différentes problématiques post-conflit. J'ai pas vraiment de questions, mais plutôt un commentaire qui ouvre à une question très large. Et voyons la situation actuelle, 25 ans au Liban après la guerre civile. On souffre toujours d'éléments qui contribuent à retarder la remise en place du pays. Et donc je me demande, c'est quoi le futur pour la Syrie? Parce que on parle d'apprendre des leçons, apprendre des différents cas, etc., et qui est tellement important dans le monde présent et pour le futur, et pour les générations futures. Mais on voit maintenant au Liban à quel point la politique joue un rôle très important dans la reconstruction physique du pays. Puis c'est un pays qui a été découpé en différentes parties selon les différents partis politiques, les différents sectes et groupes religieux. Et je sais que la même dynamique, plus ou moins, existe aussi en Syrie. Donc, et l'intervention des politiques externes sur la reconstruction du pays. Donc on a une reconstruction qui est vraiment découpée en plusieurs morceaux. Au Liban, il y a des régions où on voit toujours les marques de guerre. Ça fait 25 ans. Donc, en tant que personne dans cette salle qui s'intéresse à la Syrie spécifiquement et au futur de la Syrie, comment est-ce qu'on peut vraiment gérer les différents intervenants et les différents acteurs, surtout au niveau politique, parce qu'ils peuvent non seulement intervenir au niveau de la religion et au lieu de rassembler les différents groupes et sous-groupes qui existent dans le pays, ils contribuent à leur séparation et à plus de ségrégation selon les différents partis ou intérêts, et chacun reconstruit à sa façon et chacun fait selon ses propres intérêts. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Il n'y avait pas de question, donc je ne donnerai pas de réponse, mais ce que je veux juste rappeler, dans ce que j'ai essayé de vous exposer, et dans le regard que j'ai, c'est vraiment l'importance contextuelle du conflit. J'ai parfois l'impression, mais ce n'est qu'une impression en tant que professionnel, qu'on a tendance à résoudre, à uniformiser les territoires, à uniformiser les problèmes. Les résultats sont les mêmes. Une catastrophe, une guerre civile, ça a détruit. On est tout à fait d'accord. On a des ruines, une ruine ressemble toujours à une autre ruine. Mais à partir du moment où on se pose le problème de la reconstruction, une ruine n'est pas égale à une ruine. Parce que, comme ça vient d'être dit, le contexte social, le contexte politique reste toujours derrière. Ça, c'est fondamental. Et ne pas le voir, ne pas vouloir l'intégrer aux perspectives de remise en état, de gestion future, c'est perdre du temps. On n'arrive pas,
si vous voulez, dans le cas d'un conflit, d'une guerre ou d'une catastrophe, même, puisque ce n'était pas vraiment une guerre civile au Mali, comme ça vient d'être montré, on est dans une situation où ensuite une population va se resserrer pour reconstruire son patrimoine, reconstruire sa mémoire, et les mécanismes d'entraide, les mécanismes qui transcendent, qui traversent tous les groupes, va fonctionner. On va aider son voisin, on n'est pas de la même confession, on n'est pas du même groupe, on n'est pas de la même culture, mais on va l'aider. Ça fonctionne. Dans le cas d'une guerre civile, il ne faut jamais oublier ce que ça fracture à l'intérieur d'une société. Ça fracture politiquement, mais ça fracture surtout profondément socialement. Donc à partir de ce moment-là, la reconstruction, je dirais, il faut d'abord reconstruire la société, puis après on envisagera peut-être de reconstruire la ville, l'architecture. Mais si la société n'est pas reconstruite, il n'y aura pas véritablement de reconstruction. Il n'y aura pas d'entraide nécessaire, ou elle se fera très difficilement, elle se fera sur d'autres formes d'intérêt, et c'est là où peut s'engouffrer d'autres formes d'intérêt politique, de formes d'intérêt économique, qui non seulement n'aideront pas les pays à se reconstruire, parce que là aussi, il ne faut pas amalgamer, la Syrie, ce n'est pas un pays émergent. Je veux dire, là aussi, parfois ça me gêne un peu qu'on dise on va mettre tel pays, puis tel pays. Non, ce n'est pas un pays, c'est un pays qui a une économie importante, un pays qui avait une culture internationale même extrêmement importante. Donc, ce n'est pas du tout un pays émergent. En revanche, son économie s'est effondrée, a collapsé, comme on dit au Québec. Et il va falloir la reconstruire. Et donc, là aussi, il y a une brèche. C'est pour ça que je vous dis, au niveau, surtout, je parle des villes, puisque c'est ce que je connais le mieux, au niveau international, au niveau global, la brèche, elle va effectivement servir des intérêts qui ne sont pas des intérêts locaux, des intérêts syriens, des intérêts sociaux. C'est d'autres intérêts qui vont se mettre en place. Ce qui n'a rien à voir avec la population d'une part, mais qui peut en même temps pomper la pauvreté d'une population. Je vous rappelle qu'une des villes quand même les plus chères du monde, enfin je ne sais plus si elle l'est encore, c'était Luanda, dans un des pays le plus pauvre du monde. Mais si vous achetiez un appartement à Luanda, c'est pratiquement aussi cher qu'à Londres. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Je pense qu'on a tendance à idéaliser le fonctionnement des hommes, et je crois qu'avec un urbanisme, aujourd'hui, un urbanisme que l'on veut collaboratif, que l'on veut durable, que l'on veut participatif, on ne peut plus fonctionner avec les outils que je vous décrivais de l'urbanisme international, qui est un urbanisme scientifique, qui est un urbanisme qui ne pense qu'en fonction, qui ne pense qu'en mode de planification, qui ne pense qu'en répartition d'un certain nombre de choses dans la ville, le logement, le travail, les affaires. Il faut choisir. Mais si on ne repense pas à reconstruire une société, on ne peut pas, après un conflit de guerre civile, on ne peut pas reconstruire les villes et on ne peut pas reconstruire l'espace de cette société. C'est mon point de vue. Oui, Madame qui attendait aussi. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour toutes vos présentations, mais je pense que je ne suis pas la seule à apprécier ce moment final où quand même nous rectifions un peu les tirs et le discours. Je m'appelle Garine Papazian, je vais intervenir demain sur les écoles, les futures écoles de la Syrie. Je suis psychologue de formation. J'ai travaillé, parmi mes multiples identités, je suis aussi libanaise et arménienne. Donc, j'ai une expérience des guerres et des génocides et des traumas et de destruction, reconstruction. C'est un peu complexe. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce que je voudrais relever, parce que je vois que c'est quand même un fil conducteur, peut-être étant psychologue, ayant travaillé sur les deuils et les traumatismes psychiques de guerre, j'ai une autre approche. C'est la première fois que je suis dans un colloque où on parle d'urbanisme, où je suis en présence d'architectes, et je vois qu'on est tous semblables en fin de compte, parce qu'en fin de compte, on parle de l'être humain, de la société humaine, et quelque part, on parle de sens. Et ce que j'aimerais relever, c'est que dans les discours que j'ai entendus aujourd'hui, justement, on a parlé de la signification collective, voilà, des sites touristiques, de villes, de signification collective par rapport à des monuments, donc comme on a vu au Kaboul. Et là, vous avez relevé l'importance de la signification de la guerre aussi.
Et je pense que tout se joue là. On parle de reconstruction, mais il y a eu destruction. Il y a eu destruction massive à un niveau individuel, à un niveau familial, sociétal. Et cette destruction-là, comment elle va se terminer? Quel sens ça va prendre? Et tout va se jouer là. On a parlé tout à l'heure, une collègue qui a parlé du Liban, justement. La guerre civile du Liban s'est terminée avec quand même la victoire d'une confession et qui ça a joué quand même un rôle important dans la suite de la reconstruction, d'où l'exemple que vous avez donné, hein, le fait de faire table rase du centre-ville, de construire un mosquée au nom de Rafi Hariri. Et je ne sais pas si symboliquement il a été enterré là-bas, je ne sais pas si ça a une symbolique quand même, c'est que quelque part, je ne pense pas qu'il pensait qu'il était en train de construire sa tombe, mais il l'a fait. Mais je pense que justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment la guerre va se terminer? Est-ce que génocide? On a d'autres histoires. Qui va gagner? Qui ne va pas gagner? Quelle est la signification que les pertes et la guerre vont avoir? Ça va jouer énormément sur la reconstruction et la signification qu'on va donner à la reconstruction. Est-ce qu'on va pouvoir faire des liens avec le passé? Là, je me permets, je ne vais pas parler très longtemps, mais on a parlé aussi de tourisme aujourd'hui, de comment en Bosnie la guerre peut être comme un patrimoine touristique. Vous avez parlé de... Mais en fait, la guerre du Liban n'a pas été un patrimoine... Une guerre civile ne peut pas être un patrimoine touristique. Au contraire. Et c'est là où je pense que, je vous remercie d'avoir mis l'accent sur le fait que c'est une guerre civile et ça change la donne. Ça change la donne complètement parce que le sens que ça a, le sens des pertes et des destructions va vraiment jouer un rôle important dans la reconstruction et la signification de la reconstruction. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir? Oui. Merci beaucoup d'avoir évoqué ça. Par rapport à un conflit interne, c'est jamais facile parce que ça pose question d'interprétation du patrimoine. Quand il s'agit d'un patrimoine de guerre contre un ennemi externe, l'interprétation est simple. Les Vietnamiens ne se posent pas beaucoup de questions quand il s'agirait des champs qui ont été des zones détruites par l'agent orange qui a rasé la végétation et dont souffrent les gens jusqu'à maintenant. Par exemple, par contre, au Cambodge, certainement les camps de concentration ne sont pas perçus par les partisans des Khmers rouges de la même façon qu'ils sont perçus par l'autre partie de la population. Et au Liban, le fait qu'il n'y ait pas eu ça, de mon point de vue, après le Liban, vraiment, va faire partie de mon étude, je vais essayer de faire du terrain, même au Liban, il me semble que le fait de ne pas avoir fait cette démarche-là, de mettre le patrimoine plus ou moins en visite, entre guillemets, ça signifie que le conflit, quelque part, ne s'est pas terminé, de mon point de vue personnel. Parce que si on évite de faire ça, ça veut dire que la division persiste et ça veut dire que faire cette démarche risque de régénérer le conflit à nouveau. Et la preuve aujourd'hui au Liban, malheureusement avec le conflit syrien, il y a la tension qui s'exporte, il y a eu des affrontements très localisés heureusement, mais ça signifie que la tension persiste. Donc est-ce que pour la Syrie ça va être ça ? Je n'ai aucune idée. J'aimerais que, à la fin de ce conflit, on puisse trouver des lieux où tout le monde peut se retrouver plus ou moins, des zones où on peut avoir consensus, où ces zones-là feront la thérapie de groupe qui a été évoquée aussi, où les gens peuvent revisiter ces lieux pour essayer de retrouver quelque chose qui leur ressemble, quelque chose qui donne lieu à une renaissance d'un sentiment d'appartenir à ce pays, à cette nation et pas à cette communauté. Merci beaucoup d'avoir évoqué ça. Alors peut-être le temps pour une dernière question, oui. Claude, toi aussi, tu as une question? Ah, tu voulais, oui, monsieur? Après la destruction du mur de Berlin en 1990, il y a eu, les Européens, ils ont créé un fonds monétaire pour redresser l'économie des pays d'Europe de l'Est. Donc, pour le cas syrien, on sait bien
On va demander de l'argent, on va chercher de l'argent. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de lancer l'idée, une fois que la société est réconciliée, de créer un fonds monétaire pour la reconstruction de la Syrie? Merci. C'est une Est-ce bonne que idée. quelqu'un aimerait reprendre cette question? Claude, oui. Je pense que cette réponse sera esquissée demain par Manon Nourtanous, n'est-ce pas Manon? Donc voilà, ça c'est vraiment sa thématique qu'elle va aborder. Puisque là, autant, alors, je vais me permettre de prendre 2 minutes pour répondre un peu à la personne qui a fait l'intervention tout à l'heure. Ila Souria, nous sommes bien d'accord, nous sommes dans le questionnement. D'ailleurs, si on voit notre problématique, notre thématique générale, générique, c'est bien reconstruction, virgule, immatériel et matériel, avec un point d'interrogation, bien entendu. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, et par tous ces échanges, avec tous ces échanges, qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a même pas des réponses, il y a tellement de réponses. Et nous, on veut juste voilà, engager ce débat et ne pas oublier que là, on se retrouve entre nous ici, voilà, avec un petit nombre réduit. Je pense que demain, on sera un peu plus nombreux. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on fait maintenant, ce qu'on met en place, ces échanges, c'est pour la Syrie, pour les Syriens et avec les Syriens. Donc là, en ce moment, il y a des gens qui, sur le terrain, nous relaient tous ces contenus. Déjà, le premier colloque, il y a eu un acte de colloque en français, en arabe, des vidéos traduites, doublées en arabe, etc., etc. Et je veux dire par là que nous sommes dans ce questionnement, quoi. Et surtout à niveau pédagogique. C'est que tout ce qu'on fait maintenant, ces conférenciers qui interviennent aujourd'hui, demain, matin, après-midi, c'est vraiment pour nous des contenus pour justement encore se poser des questions et surtout pour une nouvelle génération. Et d'ailleurs, demain, on parlera d'une université populaire syrienne qui est notre projet, voilà, un peu utopique pour certains. Mais on sait très bien qu'on est parti sur 1, 2, 3 décennies. On ne se cache pas. Et voilà, quand on parle reconstruction avec ce point d'interrogation, on est parti sur vraiment, enfin moi je pense au moins sur les 20-30 prochaines années, quoi. Donc ça c'est, quel que soit le cas de figure politique, et voilà. Bon, c'était juste ça. Voilà. Bon, oui. Peut-être la dernière question ou commentaire. Sohail Salman, ingénieur électricien. Moi, je veux inviter tous les intervenants à poursuivre le développement de la révolution syrienne parce que on ne peut pas, pour une personne qui mesure 1,5 mètre, lui laisser porter un costume pour 2 mètres ou bien le contraire. Et la Syrie, c'est très différent de tout autre pays. De point de vue social, de point de vue territorial, de point de vue des climats, de toutes sortes. Donc, ce que je veux mentionner, c'est vraiment, il faut prendre la spécialité de la Syrie. C'est une révolution qui est à cause de du régime. Elle est rendue dans une catastrophe humaine maintenant. Donc la société est profondément divisée et ça à cause des problèmes qui sont différents, qui sont très difficiles à gérer de point de vue psychologique, de point de vue humain, de point de vue social de chaque jour, des familles qui sont divisées et le régime a joué un rôle très sale dans ce domaine-là, avec sa propagande, avec seulement c'est ça l'idée. J'aimerais que tous les chercheurs, tous les intervenants qui vont penser à la reconstruction, qu'ils laissent toujours dans leur tête que c'est pas la Syrie, c'est pas ni Tombouctou, ni la Yougoslavie, ni aucun autre pays. Il faut penser comme un tailleur. Il faut prendre les mesures de la Syrie, c'est pas d'autres mesures. Merci. Oui. Je pense que c'est une conclusion, effectivement, à ce colloque. Je pense que ça pourrait bien servir comme point final parce que ça souligne, je pense, l'objectif même du colloque. Je pense que, et j'espère que ce voyage à travers différentes expériences va vous permettre, vous les Syriens, d'identifier les éléments
qui sont propres et sur lesquels il va falloir construire. Et j'espère aussi que ce voyage à travers plusieurs types de perturbations qu'on a vues aujourd'hui va vous permettre aussi d'identifier quels sont les phénomènes propres aussi au contexte sur lesquels il va falloir construire ou reconstruire. Avec cet espoir, je pense, et le commentaire de Michel Max, que je pense sera le dernier, on pourra peut-être retourner au programme de demain. Donc Michel Max. Oui, non, je voulais juste rebondir et merci de votre intervention parce que ça soulève, on parlait du contexte, vous avez parlé du mur de Berlin, qui est effectivement un mouvement centripète, et le drame syrien, c'est un mouvement centrifuge, donc le mur, il n'y a pas besoin de construire un mur pour l'instant en Syrie. Le mur, il est là, il est dans les têtes. Et ça rapporte aussi un point important, je pense, pour la suite du colloque, ou la suite de ce que vous faites, c'est toujours le rapport à l'histoire. Vous parlez d'une situation, mais j'insiste là-dessus, vous parlez d'une situation qui est effectivement le rapport du pouvoir avec le conflit actuel. À l'occasion de ça, je relisais les analyses qu'avait fait un politologue qui s'appelle Alexandre Adler. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un monsieur très intelligent qui s'est pensé. Et c'est intéressant parce que en 2002, il fait l'analyse de l'arrivée, puisqu'il venait d'arriver pratiquement au pouvoir un an avant, de Bachar el-Assad. Donc il succédait à son père. Il venait d'être élu. Et Alexandre Adler avait très très bien compris qu'en fait, les tentatives d'ouverture, entre guillemets, de Bachar el-Assad, les tentatives de changer le régime par rapport à un régime de fer qu'avait établi son père, qui était un régime qui fermait complètement la Syrie, qui évitait effectivement tout problème, tout conflit. On parlait de la Yougoslavie, c'est exactement le titisme, enfin le maréchal Tito, ça a été ça. C'est un régime de fer qui bloque une situation qui favorise des minorités, le régime Baas aussi en Irak, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que ces régimes de fer fonctionnent. Et le passage est très difficile parce que Bachar el-Assad, je ne le plains pas et je ne suis pas du tout de son côté, mais c'est autant sa maladresse et les conseils qui sont autour de lui, bien sûr, que sa petite tentative de penser qu'on ouvrait comme ça, il suffit de changer quelques lois, de changer quelques bouts de liberté. Il a ouvert une brèche, il a ouvert une boîte de Pandore qu'il est incapable de fermer. Et je pense que ça, c'est la leçon de l'histoire, qu'on ne doit jamais oublier non plus dans un conflit comme celui-là. Les raisons et les causes fondamentales, je ne parle pas des raisons idéologiques, elles contiennent juste aucune vérité, les raisons idéologiques. Mais les raisons historiques, il faut aussi comprendre comment s'est construit un conflit, pourquoi ce conflit arrive et quelles sont les racines profondes de ce conflit. Et ça, à partir de là, on peut espérer, comme disait Madame tout à l'heure, avec la pédagogie, avec l'enfance, avec l'oubli naturel de l'homme, espérer reconstruire une société et reconstruire toute une beauté qui existait avant. Je vous remercie.